Bonjour Michel Etchaninoff. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine, agrégé et docteur en philosophie. Je vous ai proposé de venir pour évoquer ce livre, le livre de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier, publié aux éditions Fayard. C'est un immense succès de librairie. Il y a environ 100 000 exemplaires qui ont déjà été vendus. Je vous ai demandé de le lire, nous l'avons lu ensemble. Alors le principe que l'on va appliquer, c'est, comme le disait Spinoza, qui vous est cher, ne pas se moquer ni se lamenter, ne pas détester, mais comprendre. On va essayer de comprendre ce qui est en jeu. On va essayer de comprendre aussi ce qui est loué par un certain nombre d'admirateurs de Nicolas Sarkozy et qui a été fort bien résumé par Pascal Praud chez nos collègues d'Europe 1. On écoute Pascal Praud. C'est très émouvant. En fait, tu t'identifies quand tu lis Nicolas Sarkozy, parce que tu te dis, ça pourrait être moi. Il parle de sa femme, il parle de sa famille, il parle de son fils, il parle de sa fille, beaucoup. Il parle de la prière, il parle de la vie difficile. C'est extraordinaire son écriture, parce que c'est d'une simplicité et en même temps d'une intelligence et d'une sensibilité. C'est un livre, c'est un page-turner. Tu lis cela et tu es embarqué. En fait, il nous prend par la main, il nous conduit jusque dans sa cellule, il décrit chronologiquement, pas à pas, tout ce qu'il est en train de vivre. Et ça, c'est très saisissant, quoi. Et vous avez vu la médiocrité des attaques contre ce livre. Mais c'est très révélateur. Je suis d'accord avec vous. Très révélateur. C'est-à-dire qu'on attaque, certains disent c'est pas bien écrit, c'est ça les attaques qu'ils ont faites du parfois. pathos à la petite semaine, enfin bon, ça c'est rien. Ce livre, que contient-il, Michel Etchaninoff ? Effectivement, il contient le récit de ces 3 semaines en prison. Et c'est pas vraiment un page-turner, comme dit Pascal Praud, c'est-à-dire ça se lit pas si facilement, parce qu'en fait, il y a une alternance entre des descriptions de ce qu'il vit au quotidien, de manière très précise, et en même temps de longs passages pour se disculper, pour attaquer les juges, pour donner les bons et les mauvais points à ceux qui le soutiennent ou non. Donc, en fait, il y a un mélange d'expériences carcérales vécues, même si elle est brève, et de plaidoyer pour se défendre, et puis aussi de passages politiques où il va parler de l'union des droites, de la sympathie qu'il a pour Marine Le Pen, etc., etc. Donc voilà. Pour Sébastien Chenu du Rassemblement National. Voilà, donc il n'y a pas que des membres du Rassemblement National à qui il exprime sa sympathie, mais évidemment, on retient d'abord cela. Oui, parce que c'est un message politique. Donc c'est un livre un peu hybride entre quelque chose qui se veut l'héritier d'une tradition littéraire très forte, qui est le récit carcéral, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé du temps en prison et qui raconte, et un livre politique. Effectivement, il y a cette expérience carcérale. Alors le texte la décrit assez minutieusement. Il y a l'arrivée à la prison de la Santé, l'isolement, la cellule, les bruits, la peur, la nuit. J'imagine que c'est une expérience universelle. On ne souhaite évidemment à personne l'expérience de la prison, la gestion du temps, son alimentation, la manière dont il décrit la nourriture en prison, la manière dont il songe à son corps, comment l'entretenir malgré ce séjour en prison, comment l'entretenir malgré l'enfermement, malgré également la mélancolie qui rôde Michel Etchaninoff. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette volonté de se rattacher à cette histoire qui se veut très concrète. Et c'est pour ça que il voudrait que le lecteur s'identifie, parce qu'on a tous des moments difficiles dans nos vies, même si on passe pas 3 semaines en prison. Mais il voudrait qu'il s'identifie, et c'est pour ça qu'il est effectivement dans les pas de cette tradition littéraire. Alors, il va parler du choc de la cour de la prison. Il dit: j'aurais pu me retrouver à 10 000 kilomètres de là. Il l'a dit dans une interview qu'il a faite plus tard, c'est-à-dire ce sentiment d'être dépaysé. Et surtout, pour Nicolas Sarkozy, il y a quelque chose de profondément traumatisant pour la prison, c'est le fait de se retrouver enfermé et immobile. Parce que Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un, on avait consacré un dossier à Philosophie Magazine sur lui en 2012, on l'avait comparé à Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, c'est quelqu'un d'abord qui est pour une sorte de libéralisme autoritaire, mais c'est quelqu'un qui dit, ce philosophe anglais du XVIIe siècle, que l'homme est fait pour le mouvement, que
la vie n'est qu'une course de la naissance à la mort. Et c'est vraiment la philosophie intime de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, d'où l'image du jogger qui l'accompagne sans cesse et qu'il incarne volontiers. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des choses, qui bouge tout le temps, d'ailleurs ça se voit quand on le regarde et quand on l'écoute parler, et donc se retrouver prisonnier, se retrouver enfermé, pour lui c'est la pire des tortures, donc il va essayer de se mettre en mouvement, ce qu'il raconte dans la prison, donc il aura 1 heure de sport, à peu près 1 heure de sport par jour dans une petite salle de sport, et surtout il va se mettre à écrire. En fait il raconte la jeunesse de ce livre comme quelque chose qui va lui permettre de survivre à cette inaction forcée, ce qui n'est pas du tout dans sa nature, et donc il se met à écrire, et donc l'écriture est une forme de mouvement de substitution. Il va continuer à courir, à penser, à accuser, à clamer son innocence bien sûr, tout en étant enfermé pendant 3 semaines. Et puis, il se livre à des comparaisons. Michel Chaninov, je lis un extrait donc de ce livre de Nicolas Sarkozy. Certains éditorialistes de gauche ont beaucoup glosé sur la comparaison que j'avais avancée entre l'affaire Dreyfus et la situation que je vivais. Et pourtant, pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. Oui, alors c'est vrai que là, Nicolas Sarkozy ne recule devant aucune comparaison. C'est-à-dire que Dreyfus, qui quand même a passé plus de 4 ans au bagne, pour une affaire qui est devenue la grande affaire des intellectuels à la fin du 19e siècle, avec la question de l'antisémitisme au cœur de cette affaire, n'a rien à voir avec l'affaire Nicolas Sarkozy. Mais en fait, dans ce livre, Nicolas Sarkozy mobilise sans cesse des comparaisons un peu étranges. Alors, il dit qu'il se prend aussi souvent pour Edmond Dantès, le héros du comte de Monte Cristo. Et donc, Edmond Dantès, c'est l'image de l'homme injustement enfermé. Alors, Edmond Dantès, c'est 14 ans, hein, c'est pas 3 semaines, qui ensuite va se venger. Il se victimise en se comparant au capitaine Dreyfus, et il va mobiliser en fait dans ses pages de manière allusive à beaucoup de grandes figures de la littérature carcérale, Solzhenitsyn, Dostoïevski notamment. Alors pourquoi est Solzhenitsyn, pas forcément d'ailleurs le Solzhenitsyn d'Ivan Denisovitch, il n'y a rien, puisque donc effectivement certaines comparaisons pourraient paraître comment dirais-je, malvenu, s'il y avait une comparaison entre la prison de la santé et le goulag. Oui, rien à voir. Mais néanmoins, vous avez songé à Solzhenitsyn et Dostoïevski. Pourquoi ce genre littéraire, qui est la littérature carcérale, apparaît comme présent dans le livre de Nicolas Sarkozy? C'est ce que j'ai vraiment ressenti en le lisant, et je l'ai écrit dans mon article de Philosophie Magazine, c'est qu'en fait, Nicolas Sarkozy reprend les passages obligés de cette littérature, qui, je pense, effectivement, est née dans la modernité au milieu du 19e siècle, quand Féodor Dostoïevski est envoyé au bagne pour 4 ans, après avoir fait partie d'un cercle de révolutionnaires contre le tsarisme. Il passe 4 ans au bagne, et il en revient, puis 6 ans de relégation en Sibérie, il en revient avec un récit extraordinaire, qui s'appelle « Les carnets de la maison morte », c'est la bonne traduction, qui a été parfois traduit par Souvenirs de la maison des morts, où en fait, il décrit l'expérience carcérale qu'il habite réellement, qu'il explore. Et cette expérience, c'est quoi ? C'est aller au fond du mal, de l'obscurité, de la souffrance, pour mourir et pour essayer de renaître. C'est l'expérience d'une forme de résurrection. Et ce qui est intéressant, c'est que de manière très allusive, mais très réelle à mon avis, Dostoïevski reprend beaucoup d'expressions de Dostoïevski. Il dit « je n'étais plus dans le monde des vivants, j'étais dans une maison des morts, etc. » pour essayer d'imiter le même schéma de la mort et de la renaissance, c'est-à-dire d'une forme de conversion. Et d'ailleurs, le livre se termine sur les propos suivants. Nicolas Sarkozy se fait la promesse d'aller à Lourdes. Et il écrit « Cette promesse sera honorée comme toutes les autres. La vie qui passe et qui propose tant d'épreuves permet de renaître plus fort, plus mature, plus grave. À la santé, j'ai recommencé ma vie. » Oui, alors c'est vraiment un livre qu'il veut placer sous le signe de la vie vivante. Alors ça, c'est une expression de Dostoïevski, c'est-à-dire de cette idée que malgré l'épreuve, ou plutôt dans l'épreuve, il va retrouver de nouvelles forces pour vivre. Et ça, c'est un leitmotiv de son livre. Ça veut dire que je suis vivant, je suis là, je suis encore plus fort parce que je suis passé par l'épreuve du négatif, et donc je suis encore plus là qu'avant, si j'ose dire. Et
Et il y a quelque chose de très mystique dans cette approche. Alors là, on peut dire qu'il y va carrément. Il y a presque quelque chose de gênant dans la manière dont il sature ces pages de vocabulaire mystique ou religieux. Dès la page 17, alors qu'il n'est pas encore entré à la santé dans son récit, il dit qu'il faut porter sa croix et qu'il doit la porter. Il parle de la lumière avec un grand L, Il de la emmène grâce, une de la prière. biographie de Jésus, Voilà, une biographie celle de Jésus. de Christian Petit-Fils. Tout à fait. Et il finit par lire les évangiles. C'est-à-dire c'est l'itinéraire de quelqu'un qui se définit comme un pratiquant pas régulier et pas un chrétien exemplaire, qui va avoir une sorte de crise religieuse, se convertir, prier, voir par exemple dans la diffusion d'un match de la Ligue des Champions le premier soir de son incarcération un site de la Providence. Et donc c'est quelqu'un qui va véritablement investir dans son livre le territoire de la mystique, alors avec un clin d'œil très appuyé à Dostoïevski ou à Solzhenitsyn, qui aussi ont découvert des choses existentielles durant leur longue détention. Et il y va carrément, mais il le fait à sa manière. Vous savez, Sarkozy, c'est un libéral mystique. Dans l'interview que j'ai entendue, qu'il a donnée à sa sortie, il a dit... À la chaîne Légende. À la chaîne Légende, tout à fait. Il a dit, il faut rester ouvert à toutes les opportunités, y compris les opportunités supérieures. Et donc, il parle de la religion comme une opportunité. Donc, ça veut dire que voilà, il faut rester curieux, ouvert, il faut avancer. Et là, le vocabulaire religieux est très, très présent. On va l'écouter. Vous êtes seul, dans 12 mètres carrés, 23 heures sur 24. J'allais pas refuser l'aide, y compris du haut. Avec qui je pouvais parler? Qui pouvait m'aider? À ce moment-là, on est comme celui qui est au bord d'un précipice. Il y a une main qui se tend, il ne se demande pas si elle est céleste ou terrestre. Il la prend. Michel Tchaninov. Oui, Nicolas Sarkozy veut dire qu'il a fait une découverte essentielle dans ces 3 semaines difficiles, qui est la rencontre avec cette voix, la transcendance. Et donc, il veut montrer qu'il revient transformé. Et là, il est vraiment conforme à cette tradition de littérature carcérale, qui est un moment de conversion spirituelle. Il prétend l'avoir vécu, et c'est pour ça qu'il dit, toujours à la même interview, ce n'est pas un livre politique, c'est un livre humain. Donc voilà, il veut montrer qu'il a traversé et dépassé quelque chose, même si à mon avis, c'est pas complètement vrai, parce que ça reste un livre politique. Oui, alors ça reste un livre politique, mais les références, les clins d'œil, alors chacun y va de ses références. Moi, j'ai songé, par exemple, à Pascal à la nuit de Gethsémanie. Bon, Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il y a évidemment des comparaisons qui paraissent outrées, puisque 21 jours en prison à la santé, même si, encore une fois, c'est une expérience qu'on ne souhaite à personne, c'est quelque chose qui peut et qui doit être relativisé à l'aune des récits que vous évoquez, à l'aune de la Colima ou d'autres expériences, j'allais dire concentrationnaires. Là, évidemment, nous en sommes loin. Et puis surtout, c'est quelque chose de contradictoire, parce qu'il y a une multitude de passages où Nicolas Sarkozy se victimise alors qu'il a eu des mots très durs sur la culture du victimisme. Et il écrit par exemple « Je ne suis pas quelqu'un qui aime à se plaindre, qui cherche à apitoyer ou à susciter la commisération ». 2 pages après, il parle de la contracture qu'il a dans le dos et qui lui fait mal. Oui, effectivement, il y a cette contradiction de quelqu'un qui prétend être pudique et qui quand même a des comparaisons qui ne le sont pas, avec des grands enfermés de la vie politique ou de la littérature. Et puis, là où il y a d'autres formes de discordance, c'est que quand Dostoïevski va au bagne, en fait, il s'interroge aussi sur sa propre culpabilité. C'est-à-dire, il fait un travail véritablement intérieur sur la culpabilité qui anime chaque être humain. Par ailleurs, quand Dostoïevski va au bagne, il y est, il est présent. C'est-à-dire qu'il veut explorer cette réalité difficile, alors que Nicolas Sarkozy n'a qu'un objectif, et il le dit, c'est de ne pas y être mentalement. C'est toujours d'y échapper. Donc Nicolas Sarkozy n'habite pas finalement sa prison, il est toujours ailleurs. Oui, mais il y a aussi cette tradition russe. Je pense par exemple à Léon Chestov, le philosophe Léon Chestov, lecteur de Pascal, lecteur de Dostoïevski, qui considère justement que les prisonniers ne sont pas en bas, mais en réalité en haut de la société.
et que finalement l'expérience de l'enfermement, c'est une forme d'expérience de la sainteté. Oui, c'est une expérience mystique pour Tchekhov comme pour Dostoïevski et comme pour peut-être Pascal, même si s'enfermer dans une chambre, ça peut donner lieu au divertissement chez Pascal. Mais effectivement, c'est ça que veut essayer de nous faire passer Nicolas Sarkozy, c'est que son expérience le rend encore plus fort. Le problème, à mon avis, j'ai vraiment lu le livre sans a priori, c'est-à-dire que, en fait, il n'est jamais là où il est. En fait, Dostoïevski, Solzhenitsyn sont là où ils sont, ils découvrent une humanité, ils en font quelque chose pour mieux se comprendre eux-mêmes. Nicolas Sarkozy, lui, dit sans cesse qu'il ferme les yeux, qu'il pense à autre chose, parce qu'il considère que la prison n'est pas sa place, que ce n'est pas une expérience universelle qu'il faut traverser, mais que c'est une injustice. Et donc, en fait, il n'explore véritablement jamais ce que pourrait lui apporter la prison. Donc ça, c'est très contradictoire et paradoxal. Il prétend que ce livre-là, que cette expérience l'a changé et que le livre l'a aidé finalement à se sauver de l'abomination de cette expérience. Et en même temps, il n'y est vraiment jamais. Il se plaint, comme vous dites. Il écrit comme une forme de thérapie. Il clame son innocence, mais au fond, il ne dit rien véritablement de la prison. Michel Etchaninov, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Vous serez rejoint par le journaliste à Mediapart, Fabrice Arfi. Et il y a énormément de propos sur Mediapart qui, comme on peut l'imaginer, sont fort peu amènes. Dans le livre de Nicolas Sarkozy, Le journal d'un prisonnier, publié aux éditions Fayard, 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Politique et littérature avec un immense succès de librairie, Le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy aux éditions Fayard, le récit donc de ces 21 jours à la santé. On en a parlé avec vous, Michel Etchaninov. Vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine, agrégé et docteur en philosophie. Vous nous avez expliqué que ce livre cherchait à s'apparenter à un genre littéraire, la littérature carcérale, celle de Solzhenitsyn, Dostoïevski. On peut penser aussi à un certain nombre de littératures traitant de crises mystiques. J'ai cité notamment Pascal, La nuit de Gethsémani. Et puis, lorsque l'on évoque Nicolas Sarkozy, son séjour à la santé, et ce livre, il a des propos fort peu amènes sur Mediapart, votre organe de presse. Fabrice Arfi, bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart. Il y a notamment un passage très politique où Nicolas Sarkozy évoque les propos qu'il échange avec Marine Le Pen, et celle-ci dit au sujet de Carla Bruni: dites à votre femme, dit Marine Le Pen à Nicolas Sarkozy, dites à votre femme que j'ai admiré l'élégance avec laquelle elle a jeté à terre la bonnette du micro de Mediapart. Elle l'a fait avec une classe et une douceur remarquables. Fabrice Arfi, un commentaire. Voilà, on en est là. Un ancien président de la République, déjà 2 fois condamné définitivement pour des atteintes à la probité, qui est un délinquant d'habitude, on pourrait presque dire, que les termes utilisés par certains magistrats, condamné pour corruption, dans une affaire qui était l'affaire Bismuth, pour avoir corrompu un haut magistrat. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des problèmes avec la justice, et Nicolas Sarkozy est bien placé pour le savoir, qui a été condamné pour financement illégal de campagne. C'est la campagne de 2012 et c'est l'affaire Big-Malion, qui a fait 3 semaines de prison après avoir été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens. Et ce dont on parle, c'est de la bonnette de Mediapart qui a été jetée à terre par son épouse. Alors c'est un geste très pop qui a popularisé d'une certaine manière, c'est vrai, cette histoire. Mais il ne faudrait pas... Qui vous a valu d'ailleurs quelques abonnements, d'après ce que j'ai compris. Moi, en fait, Mediapart, depuis sa naissance, n'a jamais cessé de grandir et d'avoir des abonnés. Et c'est vrai que dans des moments comme ça, bah oui, il y a un intérêt particulier pour le journal qui, depuis 2011, depuis 14 ans, a révélé beaucoup d'éléments de cette affaire. Nous avons écrit plus de 200 articles avec mon confrère Karl Lasquet. Nous avons fait une BD, un podcast, un film documentaire. Peut-être un jour, y aura-t-il des mugs et des chaussettes Mediapart sur l'affaire libyenne. Mais pour répondre sur la bonnette, je pense qu'il ne faudrait pas non plus trop folkloriser ce geste et qu'il vienne occulter ce que Nicolas Sarkozy précisément cherche à cacher en se montrant
à savoir le CV judiciaire inédit d'un ancien chef de l'État multi-condamné et l'exceptionnelle gravité des faits pour lesquels il a fait 21 jours de prison. L'exceptionnelle gravité des faits, ce sont les termes du tribunal de Paris. Alors, derrière cette bonnette et derrière les propos qu'il tient et qu'il échange avec Marine Le Pen, puisque la locutrice compte autant que le message, Jean Lémarie, il y a un message politique très clair, comme le disait Michel Etchaninov, c'est aussi un livre politique. Ah bah je pense que c'est important. Il ne faudrait pas en rester à l'itinéraire carcéral, concret, quotidien ou spirituel d'ailleurs de l'ancien chef de l'État. Ce livre, et c'est peut-être d'ailleurs la principale surprise qu'il recèle, est un livre politique qui annonce un revirement politique. C'est évidemment cet échange qui a été beaucoup commenté, relaté par Nicolas Sarkozy, échange avec Marine Le Pen, au cours duquel l'ancien président explique qu'il souhaite aujourd'hui, je le cite, à droite, l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème. Et cet appel intervient évidemment en plein débat sur l'union des droites. Lui ne se prononce pas explicitement pour l'union des droites, mais il multiplie les signaux. Il salue Marine Le Pen, il salue Sébastien Chenu, figure également du Rassemblement national, et il salue Jordan Bardella, qui lui rappelle, explique-t-il, Chirac dans sa jeunesse. Alors ça, si c'est pas un signal et un revirement, que dire ? Il est réellement spectaculaire. Il faut quand même se souvenir qu'il y a quelques mois encore, Nicolas Sarkozy était à droite le chantre d'un rapprochement avec Emmanuel Macron. Il a œuvré pour un rapprochement accru entre les Républicains et Renaissance. Aujourd'hui, c'est plutôt à sa droite qu'il regarde. Bon, il y a aussi dans ce livre, Fabrice Arfi, un plaidoyer pro domo. Nicolas Sarkozy se dit innocent et détricote la procédure judiciaire sur une page. Qu'avez-vous pensé de ce passage ? Que ça fait qu'une page sur les 217 de son livre, qu'en réalité ce sont les éléments de langage inexacts, pétris de contre-vérité sur le fond du dossier lui-même. Et justement, ça ne fait qu'une page parce que précisément l'objet de ce livre n'est pas judiciaire, bien qu'il l'utilise pour tirer à boulet rouge sur la magistrature, régler des comptes, y compris avec certains de son cercle rapproché, ce qu'il écrit sur son ancien avocat Thierry Herzog, qui a brûlé sa robe d'avocat pour le défendre, suscitant aujourd'hui l'indignation de tout le barreau de Paris. Alors, et au-delà. Il faut rappeler, Fabrice Arfi, que dans ce livre, il dit que le dossier était en substance trop gros pour Herzog. Oui, c'est quand même sidérant et qu'il a été aveuglé, je le cite, Nicolas Sarkozy, aveuglé par son amitié et qu'on ne lui reprendra plus. Et heureusement qu'il avait ses nouveaux avocats, notamment Maître Ingrin, qui ne manque pas de sel puisqu'il écrit ça depuis une cellule de prison. Donc peut-être que ses nouveaux avocats n'ont pas été si bons que ça. Pourquoi pilonne-t-il son ancien avocat ? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'un Nicolas Sarkozy, en ayant lu ce livre, qui est surtout prisonnier de lui-même, plus que de la prison de la santé, qu'il est dans une sorte de rétrécissement absolu de son horizon, qui n'est peut-être pas que dû au mur de la prison de la santé, rétrécissement sur le clan familial, rétrécissement y compris politique, mais il ne faut pas se méprendre. Depuis qu'il n'est plus président de la République, Nicolas Sarkozy, tout son intérêt est guidé par son intérêt judiciaire. C'est-à-dire que quand il revient en 2014, qu'il crée les Républicains, c'est parce qu'il y a l'affaire Big Malion. Quand il se présente en 2016 aux primaires, c'est parce qu'il y a l'affaire Bismuth. En 2025, il nous parle aujourd'hui du rapprochement et des mamours qu'il fait à Marine Le Pen sur l'autel de sa condamnation et de l'affaire des financements libyens. À chaque fois, Nicolas Sarkozy dit « Regardez, quand je fais de la politique, on me sort des affaires. » C'est l'inverse. C'est parce qu'il y a des affaires qu'il revient ou qu'il refait de la politique, parce qu'il utilise la politique comme un paravent à ses problèmes judiciaires. On va l'écouter clamer son innocence dans le podcast Légende de Guillaume Pley. J'ai été jugé, non pas pour ce que j'avais fait ou pas fait, mais pour ce que j'étais. C'est le contraire de ce que devrait être un état de droit. Et donc, à ce moment-là, je ne peux pas accepter de reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis innocent. Et tout ce que je dis depuis 10 ans, rien de ce que je dis, depuis le début, n'a été contredit par les faits. J'ai dit le document Mediapart est un faux. Aujourd'hui, c'est acté.
J'ai dit, vous ne trouvez pas un centime libyen. Aujourd'hui, c'est acté. J'ai dit, c'est une revanche des kadhafistes, parce que c'est moi qui ai fait partir du pouvoir Kadhafi. Aujourd'hui, c'est acté qu'ils n'ont produit aucune des preuves qu'ils annonçaient. C'est incompréhensible, cet acharnement. Mais je n'ai pas l'intention de baisser la tête. Je suis très en colère. Car c'est une injustice. Le scandale n'est pas du tout qu'on ait enfermé un ancien président de la République. Si l'ancien président de la République, quelqu'un vole de l'argent, c'est tout à fait normal. Le scandale, c'est l'innocent. Je suis innocent. Bon, c'est acté ou pas, hein, Fabrice Arfi? Non, mais c'est fou, comme parce que Nicolas Sarkozy le dit, ça devient un élément de la base factuelle du débat public et de la conversation publique. Nicolas Sarkozy dit, le document de Mediapart, qui est une note dite note Moussa Koussa, qu'on a révélée en 2012, qui était une promesse de financement du régime libyen, formulée en 2006, c'est un faux. Nicolas Sarkozy est bien placé pour savoir qu'il nous a poursuivis pour faux et usage de faux. Il a définitivement perdu devant la justice 3 fois, jusque définitivement devant la Cour de cassation en 2019. La justice a dit, ce document n'est ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. C'est si vrai qu'il a dû nous verser de l'argent. J'ai à côté de moi, à mon bureau, le chèque de Nicolas Sarkozy et le chèque de Brice Hortefeux qui s'était joint à la procédure, que je n'ai pas encaissé. Chèque qu'ils ont dû nous faire parce qu'ils ont définitivement perdu dans ce dossier. Donc Nicolas Sarkozy s'accroche à une phrase qui est une incongruité juridique du tribunal de Paris qui l'a condamné, qui a dit, et c'est vrai, ce document est probablement un faux. Mais c'est une incongruité parce que le tribunal de Paris qui l'a condamné n'était pas saisi de l'examen de cette note pour une raison simple, c'est que ça avait été déjà jugé. Il y a ce qu'on appelle en droit une autorité de la chose jugée, mais le tribunal de Paris a dit que c'était probablement un faux parce que le document parlait d'une rencontre entre Brice Hortefeux et le terroriste d'État libyen Abdallah Senoussi à une date qui ne colle pas à l'agenda de Brice Hortefeux. Mais cette réunion existe. C'est pas parce qu'il y a une erreur de date dans un document libyen, et j'ai déjà expliqué maintes fois pourquoi il y avait très souvent des erreurs de date dans la conversion au calendrier grégorien du calendrier révolutionnaire imposé par Kadhafi à son administration, qui en a changé 3 fois parce que Kadhafi voulait son thermidor, il adorait la révolution française. C'est pas parce qu'il y a une erreur de date que ça en fait un faux. Pour terminer là-dessus, ce document parle d'une promesse de financement à hauteur de 50 millions d'euros, dont la justice a retrouvé la trace bancaire de 6,5 millions d'euros versés par le régime libyen pour financer la campagne. Donc ce que dit Nicolas Sarkozy est complètement faux. Au sujet d'une réunion qui a existé entre Brice Hortefeux et Abdallah Senoussi, vous me permettrez de dire qu'il est quand même très fort, ce faux. Jean Lébarry. Pour compléter ce que vient de dire Fabrice Arfi, il y a un point important, c'est le calendrier judiciaire. Un nouveau procès arrive. On vient d'entendre Nicolas Sarkozy clamer son innocence. Répétons-le, factuellement, aujourd'hui, il a fait appel. Il est donc à nouveau présumé innocent. Ce débat aura lieu en toute clarté et avec tous les éléments sur la table. Il n'est plus présumé innocent pour les affaires Bismuth et Big Malion. Tout à fait. Michel Chaninov. Il y a un auteur qu'on n'a pas cité, mais un écrivain de prison très important, c'est Antonio Gramsci. Vous savez, ce communiste italien qui a passé plus de 10 ans en prison sous le fascisme. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il a écrit ses carnets de prison où il théorise ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire l'idée que pour prendre le pouvoir, il faut d'abord gagner les têtes, les esprits, donc en fait gagner la bataille culturelle. Et c'est aussi le propos de ce livre de Nicolas Sarkozy. C'est aussi une pièce apportée à cette bataille culturelle pour imposer 2 idées qu'on a évoquées déjà, mais qui sont fondamentale aujourd'hui en France. La première idée, c'est l'union des droites. C'est l'idée qu'effectivement, on peut faire alliance avec l'extrême droite, ce que bien sûr la droite républicaine auparavant ne voulait pas faire. Donc cette idée qu'on peut faire alliance avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui est quand même le message politique principal du livre, et ça c'est l'hégémonie culturelle. Deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, attaquer les médias indépendants et attaquer la justice, c'est considéré comme tout à fait normal. Et ce livre, cette manière de clamer sa vérité et en fait, de dire des contre-vérités, ça exprime aussi cette haine du droit qui est une des victoires culturelles d'une partie de la classe politique aujourd'hui, dans le monde. Et cette haine du droit, cette manière de faire comme si le droit n'existait pas et n'était pas la base de la démocratie, est
quelque chose qui est affirmé sans aucun complexe dans cet ouvrage. Certains journalistes sont d'ailleurs très louangeurs sur la prose de Nicolas Sarkozy. On écoute Pascal Praud. Ces gens qui parlent toujours du peuple, et ça, au fond, ils le méprisent. C'est ça la réalité. Ils n'aiment pas c'est les mêmes qui attaquaient la littérature populaire sans doute au 19e siècle, et qui attaquaient Victor Hugo, qui avait attaqué Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, bon, je ne dis pas que ce qu'il a écrit, c'est du niveau d'Alexandre Dumas, mais écoutez, quand tu lis Alexandre Dumas, c'est pas le style d'Alexandre Dumas qui reste, qui a passé la postérité. Fabrice Arfi. J'ai l'impression de vivre dans un épisode de South Park. Un autre journaliste que je vais citer, François-Olivier Gisbert, qui a fait un entretien de 12 pages dans le Point avec Nicolas Sarkozy. Ça a fait la une du Point la semaine dernière. Je vous lis la première question de l'entretien pour vous montrer l'état de destruction du débat public aujourd'hui en France. Je cite François-Olivier Gisbert. Aujourd'hui, dans votre situation, dit-il à Nicolas Sarkozy, la solution la plus logique pour vous ne serait-elle pas de vous présenter à l'élection présidentielle afin de laver dans le suffrage universel l'affront de votre détention ? Si ce n'est pas la définition chimiquement pure de ce qu'est le populisme contre l'état de droit, de ce qui vient d'être très bien expliqué, qu'aujourd'hui on invoque l'état de droit pour détruire l'état de droit et la liberté d'expression en réalité pour la restreindre. Et que répond Nicolas Sarkozy ? À front renversé, c'est le prévenu et le mis en cause qui dit « Mais vous savez, monsieur Gisbert, je ne peux pas, techniquement je suis inéligible par les décisions de justice ». Et il termine en disant « J'ai toujours respecté scrupuleusement les lois de mon pays ». Et alors là, c'est vrai qu'on tombe un peu de sa chaise. Moi, ça me fait penser au chauffard multicondamné qui dit quand même, je conduis quand même pas mal, moi, sur l'autoroute. Voilà. Et on en est là dans le débat public, à discuter dans un univers où les faits n'ont plus aucune espèce d'importance, d'une stratégie qui est celle d'un homme dont je ne doute pas qu'il ait vécu un choc carcéral qui est violent, qui est absolument violent, mais il l'est pour tout le monde. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy va en prison que la prison est difficile. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu comme vous savez, dans un épisode de la série Stranger Things, où il y a un monde normal, c'est notre monde, là, comme ça, et puis il y a un monde inversé, mais littéralement renversé, c'est ce qui s'appelle l'Upside Down dans la série, et c'est ce monde-là où tout le monde est à l'envers et où il y a les monstres. Et bien les monstres, c'est ça, c'est l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux. Le poids politique de Nicolas Sarkozy, puisque le soutien dont il bénéficie, on a écouté Pascal Praud, il n'est pas le seul. Cela se vérifie-t-il ? Quel est son poids aujourd'hui véritable, au-delà donc des 100 000 personnes qui ont déjà acheté ce livre, Jean Lémarie ? Je crois qu'il y a un paradoxe de Nicolas Sarkozy quand on parle de popularité. Évidemment, à droite, il reste populaire. Ce lectorat en témoigne. Il y avait aussi ce sondage amusant dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Sondage Verian pour l'hémicycle où on demandait aux sondés quel ancien président aimeriez-vous voir revenir. Et il y avait tout de même 23% des personnes interrogées qui citaient Nicolas Sarkozy, beaucoup moins que le général de Gaulle, mais tout de même, il était présent dans ce classement. Et les autres ? Et puis il y a aussi, si je vous en avais parlé, il y avait aussi Mitterrand, il y avait Chirac, enfin, il y avait un effet nostalgie à l'époque aussi qui jouait à plein. Oui, on sondait les gens à la fois sur des présidents, d'anciens présidents vivants et d'anciens présidents morts. Et puis il y a une popularité aussi dans le monde politique de Nicolas Sarkozy qui est réelle. Hein. Il continue à recevoir dans ses bureaux à Paris des personnalités de droite, d'extrême droite aussi, on l'a vu avec Jordan Bardella, des personnalités aussi de la sphère macroniste, hein, on l'a vu encore régulièrement avec d'actuels ou d'anciens premiers ministres. Donc, popularité évidente encore à droite. Mais quand il s'agit de se compter, Fabrice Arfi citait tout à l'heure la primaire à droite de 2016, et bien là, les voix n'étaient pas là, ou elles étaient insuffisantes. À la primaire de 2016, lorsque Nicolas Sarkozy a tenté de revenir dans l'arène politique, il a échoué 20% des voix parmi les électeurs de cette primaire. Il finit troisième derrière Alain Juppé qui a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité et François Fillon qui a été après définitivement condamné pour des atteintes à la probité. Donc voilà, quand on regarde la politique, on ne regarde pas le CV judiciaire de la France qui est inédit en la matière. Et en fait, on discute des stratégies de communication et des stratégies politiques d'un homme multi-condamné qui, pour moi, fait effet de rideau pour ne pas discuter de ce qui est une tragédie
tragédie française comme dans d'autres pays, qui est l'état de la corruption en France, dont les statistiques du ministère de l'Intérieur nous montrent qu'elles explosent, dont un récent rapport de la Cour des comptes qui a été rendu la semaine dernière nous dit qu'il n'y a aucune volonté politique en France de lutter contre. Je veux dire, quand on est les citoyens et les citoyennes d'un pays comme la France, on a un ancien président, Chirac, condamné, Nicolas Sarkozy, son successeur, condamné, le Premier ministre du premier, Alain Juppé, condamné, le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, condamné définitivement pour des atteintes à la probité. Là, je parle d'hommes de droite, je pourrais parler d'hommes de gauche. Je suis bien placé pour savoir que le ministre du budget socialiste de François Hollande, Jérôme Cahuzac, était en fait un fraudeur fiscal, et je pourrais dérouler longuement. Et en fait, on est pris dans cet asile à discuter du livre d'un Nicolas Sarkozy dont un passage, moi, m'a beaucoup choqué et dont on ne parle absolument pas, c'est quand il se compare au comte de Monte Cristo, parce qu'il a non seulement l'indécence de se comparer au capitaine Dreyfus, mais en plus cette petite coquetterie baroque de penser qu'il est le comte de Monte Cristo, qui est un personnage de fiction, contrairement au capitaine Dreyfus. Je cite Nicolas Sarkozy dans son livre: « Je n'ai pas envie de me rabaisser avec l'idée de faire du mal à ceux qui m'en ont tant fait, mais je sais qu'il va me falloir reconsidérer une partie de mes convictions. » Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Ça s'appelle une menace. Donc ça vise qui ? Kadhafi, il est mort. Takedine, l'agent de corruption, il est mort. Qui ? Les juges, le policier, Mediapart ? Oui, Michel Chaninoff, effectivement, une conclusion. Sarkozy évoque la vengeance et fait des menaces de manière implicite. Et au fond, ce livre qui se veut un témoignage est un moment de cette société du spectacle où effectivement il s'agit de dire que le droit n'existe pas, les décisions de justice n'ont pas de sens et que il faut faire l'union des droites. Et donc ça me fait penser moi à une phrase de Guy Debord dans La société du spectacle qui dit: le vrai est un moment du faux dans cette société du spectacle. C'est-à-dire on va servir d'une expérience vécue pour en faire l'un des épisodes d'une grande saga qui ressemble dans l'esprit de Nicolas Sarkozy à la vengeance du comte de Monte Cristo. Avec le faux sans réplique. Ce que Guy Debord appelle le faux sans réplique. D'autres rendez-vous judiciaires, Fabrice Arfi. Ouh là là, oui. Alors, Nicolas Sarkozy, dont j'ai déjà dit qu'il avait été définitivement condamné, va avoir son procès en appel dans le dossier des financements libyens. Ce procès en appel aura lieu de mars à juin prochain, raison pour laquelle, comme ça a été dit très justement, il est présumé innocent, évidemment. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy risque d'avoir un autre procès directement lié à l'affaire libyenne, mais dans un dossier annexe qui est surnommé celui de la fausse rétractation de Ziad Takieddine dont j'ai déjà parlé. Et le parquet national financier, il y a 2 jours, a demandé un nouveau procès contre Nicolas Sarkozy, mais aussi contre son épouse, Carla Bruni Sarkozy, qui est mise en examen dans ce dossier, qui a consisté à promettre 4 millions de dollars à l'intermédiaire Ziad Takieddine pour qu'il se rétracte dans ses accusations contre Nicolas Sarkozy, que subitement il le blanchisse, à la fois dans les colonnes de Paris Match, mais aussi à l'antenne de BFM TV. C'est une affaire épique qui réunit une dizaine de personnes et qui pourrait donner lieu à un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est aussi cité, sans être poursuivi, dans d'autres dossiers, celui de l'attribution du mondial au Qatar et ses liens avec la Russie. Et puis, on n'en a pas parlé, Jean Lémarie, mais dans ce livre, derrière ce livre, il y a évidemment aussi, en filigrane, l'état des prisons. Dont on devrait évidemment parler tellement plus. Encore une fois, je rappelle juste un chiffre très rapidement. Les prisons françaises sont remplies à 136,2%, ce sont les derniers chiffres. Et évidemment, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des réalités carcérales épouvantables. Et là, pour le coup, il y a le portrait de la prison, une prison donc qui est bien entendu une prison particulière pour Nicolas Sarkozy, mais de l'intérieur, celle-ci est décrite comme étant un lieu particulièrement inhumain. Journal d'un prisonnier, c'est donc le livre de Nicolas Sarkozy, publié aux éditions Fayard. Fabrice Arfi, on vous retrouve dans les colonnes de Mediapart. Michel Echaninev, vous c'est dans Philosophie Magazine.